Hello les potos, aujourd'hui on va mettre en scène un film avec des poilus. Let's go! On se retrouve donc avec Comme des bêtes numéro 2. Le film est réalisé par Chris Renaud qui a déjà réalisé Moi, moche et méchant 1 et 2. Pour tout ce qui est l'équipe de doublage, alors on a dans sa grande partie la bande à Fifi. La bande à Fifi, c'est pour moi, en tout cas à mon point de vue, c'est vraiment le futur troupe du Splendide, les futurs inconnus, les nuls. C'est vraiment une troupe, je trouve, qui amène beaucoup de fraîcheur à la comédie française, beaucoup de modernité. Vraiment, j'aime beaucoup cette troupe, j'aime beaucoup chaque comédien qu'il y a dedans, et je pense que vraiment ils ont un très très brillant avenir. D'ailleurs, si vous regardez, ils sont dans pas mal de nouveaux films français actuellement. Alors on va commencer avec le premier d'entre eux, le principal, c'est Philippe Lachaud qui double Max le Jack Russell. Philippe Lachaud, on l'a vu très récemment dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et il est aussi dans Alibi.com. Le deuxième doubleur, c'est aussi un acteur, c'est Julien Arruti qui double Duke le bâtard. Alors lui, il a déjà été dans Babysitting et Alibi.com. Le troisième doubleur, et là c'est une femme, c'est la magnifique, elle est incroyable cette femme, je la trouve magnifique, Élodie Fontan, qui double Chloé la chatte. Et on l'a vu aussi dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu tout récemment. Elle a vraiment bien, elle n'a pas chômé, franchement cette année ça a été une période assez faste pour elle, quoi. Le quatrième acteur, doubleur, pour le coup c'est plus un doubleur, c'est un comédien, c'est Willy Revelli. Alors lui, il n'a pas fait beaucoup de films, mais il a fait énormément de one-man show, pas mal de tournées en France, et on le voit de temps en temps dans Fort Boyard. Voilà pour le casting. Alors pour la petite histoire, alors on commence tout d'abord avec Max et Duke, qui depuis le premier film sont en compagnie de leur maîtresse, ils sont contents, ils sont bien, etc. Sauf que la maîtresse, elle va faire la rencontre d'un homme, tomber amoureuse et avoir très rapidement un petit garçon. Le problème, c'est qu'en fait, quand le bébé est né, Max, en fait, il développe une phobie à tous les dangers. Donc, il commence à avoir des tocs, il commence à avoir ci, ça, ça, ça. Et c'est là où on commençait vraiment des problèmes pour lui. En parallèle, on va être aussi à côté de Guidget et de Chloé. Guidget, c'est le petit Spitz blanc qu'on voit déjà dans le premier. Alors, en fait, elle est chargée de surveiller le jouet préféré de Max pendant son absence, parce que lui, en fait, il part en vacances. Sauf qu'elle va faire tomber la balle dans l'appartement du dessous où il n'y a que des chats. Et pour pouvoir récupérer la balle, elle va devoir demander des conseils à Chloé pour pouvoir devenir un chat, pour se faire passer pour un chat et récupérer le jouet. La troisième histoire, on se retrouve avec Pompon, le petit lapin blanc. Et en fait, lui, actuellement, dans le quartier, auprès des animaux, c'est le super-héros, c'est le détective qui est là pour démêler les embrouilles et tout, etc. Et là, en fait, il y a un petit shih tzu qui va arriver et qui va lui demander de l'aide pour libérer un petit tigre détenu dans un cirque par un mec qui s'appelle Sergei. Voilà pour l'histoire. Alors, on passe maintenant à la partie critique. Alors, encore une fois, tradition oblige, je commence forcément par la performance de chacun des doubleurs. Avant même de commencer par leur analyse au cas par cas, je tenais quand même à dire que, par exemple, là je peux comparer avec Le Roi Lion, c'est plus facile de doubler, parce que tout simplement les animaux sont plus expressifs, c'est un film d'animation, donc je pense que pour les doubleurs, de jouer avec leurs expressions du visage, c'est plus simple que dans Le Roi Lion, c'est très réaliste, et donc plus compliqué de composer que des expressions d'un animal réel, quoi. Mais attention, ça s'enlève rien à leur talent, franchement ça n'enlève rien à leur doublage, ça n'enlève rien à leur travail, c'est quand même du très bon doublage. Alors justement, on va commencer par avec Philippe Lachaud, qui fait donc Max le Jack Russell, où je trouve qu'il est encore très bon. Moi j'adore Philippe Lachaud, je trouve que c'est vraiment, encore une fois je le redirai à chaque fois, c'est le futur du cinéma français dans la comédie. Je trouve qu'il arrive à donner justement au moment où Max il commence à développer cette espèce de phobie à tous les dangers, il garde dans sa voix, Philippe Lachaud, il arrive à donner en fait cette sensation, le côté un peu parano de Max et tout, et il l'accentue à chaque fois comme il faut, et oui il faut et tout. Je trouve qu'encore une fois, niveau doublage, Philippe Lachaud, il s'est super bien débrouillé. Ensuite, on a Julien Arruti qui double Duke le bâtard. Alors, du coup on entend peu, mais parce que le personnage de Duke ne parle pas beaucoup déjà de toute façon, on entend peu. Et pour le peu qu'on entend, je trouve que la voix va super bien avec le personnage. Alors pour vous le dépeindre un petit peu, si vous ne voyez pas comment est Duke
Duke, c'est cette espèce de gros chien tout poilu de partout, un peu bête, un peu bobet, un peu court d'esprit, quoi. Et en fait, il arrive à donner sa voix un peu bête comme ça, un peu genre limite un peu stone, ouais, le chien un peu couillon sur les bords, quoi. Donc Julien Ruquier arrive à donner cette voix qui donne encore plus ce côté bobet du chien. Je trouve ça vraiment un excellent travail. Après, on passe sur Elodie Fontan. Bon bah voilà, elle, pour le coup, en plus je l'avais vu il y a vraiment pas longtemps avant de regarder Comme des bêtes 2. Et je l'avais vu dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Alors c'est sa voix, c'est la même voix. Sauf que là, encore une fois, son travail, son talent de comédienne, on sent qu'elle donne à Chloé la chatte vraiment ce côté un peu prétentieux, hautain du chat. Vraiment, vous voyez ce genre de chat qui vous regarde et puis qui vous montre son cul quand elle s'en va. Elle arrive à donner ce côté prétentieux à Chloé, qui fait que le personnage est encore plus vraiment chat, quoi. Vraiment qui écrase, qui donne la sensation de chat un peu hautain, machin truc. Excellent travail. Dernier, Willy Revelli, pour Pompon le Lapin. Je trouve que encore une fois, c'est le meilleur doublage, mais encore une fois, Pompon est le personnage aussi le plus charismatique du film, donc c'est normal en même temps. Mais je trouve qu'il a bien donné la voix à ce Pompon. Il est super attachant avec sa petite voix un peu... Il fait penser un peu à Bébé Herman dans Roger Rabbit. Je sais pas si vous l'avez vu, qui veut la peau de Roger Rabbit. Ce côté un peu dur, mais avec un physique qui va pas avec la voix, quoi. C'est super adorable. Enfin, franchement, pour conclure, l'équipe de doublage est vraiment excellente. On passe maintenant à tout ce qui est animation, graphisme, technique, etc. Alors, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, attention, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est tellement bien fait. Alors, première chose que j'ai notée qui était vraiment très bien faite, c'était le travail des textures. Comme pour Toy Story 4, ils ont énormément travaillé sur les textures. Genre à un moment donné, vous allez voir dans le film, vous allez voir qu'en premier plan, vous allez avoir un morceau de pelage d'un animal, les poils, mais poil par poil, c'est vraiment le petit duvet dessous du poil. C'est super bien foutu. Le travail de la lumière, comment ça se reflète sur le poil et tout, c'est vraiment incroyable. On voit encore plus ce travail, un peu plus loin dans le film, à un moment donné, vous allez voir que plusieurs personnages vont être mouillés par de l'eau. Et de nouveau, on va voir toute la texture d'un pelage mouillé, de plumes mouillées, le reflet de la lumière, qu'il fasse jour ou nuit. Impressionnant, le travail des textures est vraiment incroyable. Toy Story, c'est un peu... Toy Story 4, si je devais comparer, est un poil meilleur. Ça reste quand même Pixar qui reste quand même une référence, je trouve. C'est un tout petit peu meilleur. Mais franchement, là, comme des bêtes avec un budget en plus plus petit que Toy Story 4, ils font vraiment un excellent travail de texture. Côté animation, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est super bien animé. Il n'y a pas de... Je pourrais pas dire ce qu'il n'y a pas dans les animations. L'animation, c'est quand même un truc qui est assez... actuellement, qui est assez bien maîtrisé par les grandes productions et les grands films. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est super bien foutu. Le petit truc en plus, par contre, et ça, moi, je suis toujours attentif à ce genre de détails, c'est justement les détails, c'est, on sent que les animateurs et puis que le réalisateur, il s'est dit, attendez les gars, on va quand même observer un vrai chien, un vrai chat, un vrai oiseau, un vrai lapin, voir quels sont leurs tics de tous les jours, et les inclure dans le film. Par exemple, typiquement le chien, quand on arrive, vous allez avec votre chien, devant le veto. Moi personnellement sur mes 3 chiens, aucun le fait, mais il y a beaucoup de chiens comme ça. Ils arrivent devant le veto, puis il y a le chien qui commence à se coucher, à se laisser traîner parce qu'il ne veut pas. Ça dans le film on l'a, avec l'explication, parce qu'évidemment les chiens parlent, donc forcément l'explication du pourquoi, du comment. Le chat, typiquement le chat qui est sur la table, il commence à faire tomber la télécommande, à faire tomber le gobelet, le machin, le truc. Voilà, bah là pareil, on a cette scène-là avec Chloé la chatte, et elle explique pourquoi elle fait ça. Et toujours sur le ton de l'humour, donc c'est super sympa, c'est super bien. Enfin, vraiment c'est sympa, quoi, c'est vraiment bien foutu. Maintenant, on va passer sur la partie scénario, scénaristique, etc. Alors, je vais vous freiner tout de suite, ça reste du classique. On est sur du dessin animé, c'est destiné majoritairement à un public jeune, donc on ne peut pas faire un truc, une histoire hyper complexe, c'est pas possible. Par contre, là où Chris Renaud a été super intelligent et vraiment il a eu des couilles de le faire, je trouve, et de bien le faire en plus, parce qu'en plus il a eu les couilles de le faire, mais en plus de le faire bien, c'est de mettre Max et Duke à la même hauteur au niveau du héroïsme, au niveau du protagoniste principal, que Gidget et Chloé et que Pompon et le petit Shih Tzu. Dans le sens où c'est 3 histoires parallèles. On a Max et Duke qui sont en vacances, on a Chloé et Gidget qui sont dans l'immeuble, et on a Pompon et le Shih Tzu qui sont
partir à la recherche du tigre dans le cirque. Donc on a 3 environnements complètement différents et ça c'est un des éléments qui permet par exemple aux enfants de ne pas se perdre dans l'histoire, de se dire mais attends je comprends pas pourquoi celui-là il est là, pourquoi. Voilà. Ils ont mis 3 environnements différents, 3 histoires différentes, liées très très subtilement par quelques références des uns et des autres qui les lient aux autres. Pour dire on est 3 histoires différentes mais on fait quand même partie du même univers. Donc, mais il l'a fait de manière vraiment excellente, vraiment très très bien. Du coup, au lieu d'avoir un héros ou 2, on en a 5 voire 6 si on compte le Shih Tzu. Donc je trouve ça vraiment très bien foutu de sa part, surtout qu'à la fin, ils réunissent tout ce petit monde, donc tous les héros, pour conclure l'histoire, et en plus la conclusion est super rigolote, quoi. Voilà pour tout ce qui est scénaristique. On arrive maintenant à la bande son. Alors la bande son, je vous dis très clairement, c'est plus de la bande son d'ambiance, voilà, comme dans beaucoup de films. Elles sont là pour accentuer des scènes, pour marquer une émotion. On entend aussi des grands tubes, comme Empire State of Mind avec Alicia Keys et Jay-Z, mais c'est vraiment, on l'entend une ou deux comme ça. Dans l'ensemble, ça reste quand même une très bonne bande son, mais pas mémorable. Et je trouve que c'est un peu dommage, justement, qu'actuellement dans les films d'animation, je le disais déjà dans Toy Story 4, je le dis pareil pour ici, on n'a plus de bande originale épique ou inoubliable ou marquante dans le dessin animé. Je trouve que c'est en train de se perdre un peu avec le temps et qu'on est juste en train de faire en fait de la musique d'ambiance. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, je pense que, alors c'est très marketing ce que je vais dire, mais du coup ça permettrait aux enfants, d'en plus de voir un dessin animé, d'avoir de la bonne musique à écouter à la maison par exemple. Je sais pas, moi je trouve que c'est un truc qui est intéressant et à développer auprès des enfants, c'est vraiment de faire une belle musique pour que déjà en plus les enfants soient baignés dans la musique, ça leur donne envie d'écouter de la musique. Mais bon, attention, je dis pas que c'est de la merde ce qu'ils ont fait, ça reste quand même une bonne bande son, je vais y arriver. Et franchement, ça va très bien au dessin animé, il y a quand même du travail derrière, on sent que quand même, encore une fois, que le budget de 80 millions est sur la table, donc franchement, ça reste quand même une bonne bande son. Encore un élément, ça par contre, je ne pourrais pas vraiment dire si c'est du script ou pas, mais c'est un élément qui m'a marqué, c'est qu'à un moment dans le film, on entend le mot merde. Alors ça paraît con parce que merde, on le dit, tout le monde le dit, je pense au moins une fois dans la journée. Genre merde, j'ai fait tomber mes clés ou des trucs comme ça. Le mot merde, je l'entends tous les jours. Moi personnellement, putain, fais chier, ce genre de truc, j'entends tous les jours. Là, dans le film, ils ont mis le mot merde. Chose impensable dans une production Pixar qui appartient à Disney, production Disney. En tout cas, dans tout ce qui est production Disney. On sent quand même qu'il y a plus de liberté de la part de la production qui veut dire, les gars, vous pouvez faire un dessin animé, vous pouvez vous lâcher un petit peu, être moins puritain que chez Disney pour un dialogue un peu plus proche du public. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a vraiment une envie, le but est vraiment de plaire au maximum des gens, et surtout que les gens se sentent beaucoup plus proches des dialogues, justement par se parler qu'on a tous les jours tous ensemble. On parle jamais comme dans un Toy Story, on parle jamais comme dans un, je sais pas, un Monstre et compagnie. C'est voilà, les productions Pixar, Disney, etc. C'est vraiment très très pointilleux sur les gros mots, sur les expressions, sur les blagues un peu douteuses et tout ce genre de choses. Là un peu moins. On est plus proche d'une liberté type Shrek, on va dire ça comme ça. C'est pas Shrek non plus, attention, mais on est plus proche de ça. Autre chose que j'ai noté aussi, et ça c'est vraiment, c'est ce que je kiffe dans les films d'animation, c'est les personnages drôles mais ponctuels. Genre, par exemple dans Dory, le monde de Dory, on a Gérard le phoque, vous savez, ou l'Otari, non c'est l'Otari. Gérard l'Otari, vous savez, c'est l'Otari qui a le mono-sourcil, qui en plus je crois qu'il louche, et puis qui a une dent qui part en couille et tout, qui est vraiment bête, mais bête de chez bête. Voilà, ce genre de personnage, on en a dedans. À l'époque, un des tout premiers comme ça connus, c'était Scrat, dans l'âge des glaces, qui est devenu beaucoup moins drôle avec le temps, parce qu'ils l'ont tellement utilisé après, il était beaucoup plus présent. Alors que dans les premiers, dans le premier et le deuxième, Scrat est vraiment ponctuel, quoi. Donc du coup, il devient de moins en moins drôle quand on le voit trop souvent. Les blagues les plus courtes sont souvent les plus drôles, c'est ce qu'on dit toujours. Là, en tous les cas, dans ce film-là, ils ont mis à un moment donné, je vous donne cet exemple-là, ils ont mis une dinde. On la voit, allez, on doit la voir 3 fois, 4 fois peut-être, l'espace de 10, 15 secondes grand maximum. Elle parle même pas en plus, mais elle est juste tellement drôle. Niveau design, il n'y a pas besoin qu'elle parle pour être drôle, quoi. Moi, ces personnages, je les kiffe, quoi. C'est comme dans le monde de Nemo, les 3 requins, là, on les voit une fois, mais ils sont tellement drôles. Voilà, moi, ça, j'ai kiffé de la part de la réalisation d'avoir fait ce genre de personnage. J'adore ça. Du coup, en conclusion, qu'est-ce que je peux en dire de ce dessin animé ?
Alors, c'est un scénario ultra classique malgré le fait d'avoir scindé l'histoire en trois. Hein. Il y a quand même une petite révolution, une toute petite révolution, mais il y en a quand même une. Mais ça reste extrêmement classique, ça reste extrêmement efficace. Ça reste quand même un bon dessin animé, mais pas révolutionnaire. C'est clair que si vous allez regarder ce film-là, vous attendez pas à voir un Roi Lion version 94, un chef-d'œuvre comme ça. Non, c'est un dessin animé vraiment destiné à amuser, sans aucune prétention. Il ne prétend pas devenir un grand film, c'est pas possible. Mais ça reste un très bon dessin animé. C'est le genre de dessin animé, genre, bah, vous êtes chez vous mercredi, vous vous faites chier, ou un dimanche, il n'y a rien à faire, tout est fermé. Eh ben, vous allez voir ce genre de film-là, et franchement, vous passez un sacré bon moment. Franchement, c'est un film à regarder comme ça. C'est pas le film à attendre devant, dire à purée devant les guichets, il va sortir quand, c'est un grand classique. Non, il a aucune prétention, il est vraiment sympa, il est rigolo. Si vous voulez vraiment passer un petit moment où vous emmerdez à aller voir ce film, et aller voir ce film-là, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de ce film. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Hein. Si c'est le cas, vous mettez vos petites pattes sur le pouce bleu, ça fait toujours du bien. Si vous aimez ce que je fais, bah, comme d'habitude, hein, comme pour tout le monde, vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager mes vidéos avec vos amis et vos potes, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.